Donc rebonjour à tous, et puis on va prendre l'émission numéro 2. Là on l'avait laissé un petit peu en plan la dernière fois à cause d'un problème technique, de surchauffe, d'une machine qui était mal ventilée. On s'est retrouvé avec le son pété à partir d'à peu près, on va dire, l'heure et quart qui était écoulée. Donc je vais reprendre heureusement le slide, là on l'a laissé, c'est-à-dire sur les études statistiques, n'est-ce pas? On aura comme ça le loisir juste de repasser ça un petit coup, parce que j'ai eu quand même des questions aussi sur ce sujet, donc on aura tout le temps d'épiloguer là-dessus. Donc, en un mot, pour me répéter, c'est que le problème avec les études statistiques appliquées à la médecine, non pas que je sois dans la négation de la science façon Hume, mais des études statistiques appliquées à la science permettent à mes yeux simplement de faire le coup de la norme. Et vous verrez dans un instant, quand nous allons discuter de l'histoire de la médecine, vous allez être tout à fait surpris, voire même j'espère horrifié, de voir de quelle manière l'industrie pétrochimique s'est saisie de la médecine en faisant, je pense franchement, le coup du siècle. Et à coup de normes qu'on impose, bien sûr, c'est ainsi qu'on va faire disparaître tous les petits. Le principe est maintenant universellement admis. Par exemple, on n'avait plus que quelques grandes chaînes hôtelières. Si jamais vous avez, comme c'est le cas, un copain qui a un hôtel, eh ben, vous allez voir ce qu'il va vous dire, qu'il ne peut pas suivre parce qu'on lui impose sans arrêt des normes sans arrêt changeantes, sans arrêt des frais, et ainsi de suite. C'est la même manière qu'à l'époque Rockefeller pour faire fermer tous les hôpitaux homéopathiques. On va y revenir dans un instant. La chose la plus gênante ici, c'est que chaque fois qu'on va parler des études, c'est un peu une vieille blague avec les études, n'est-ce pas, c'est assimiler que la vérité égale les études, tout simplement. Et ça, c'est très gênant, pour la bonne et simple raison, bien sûr, que ça serait un tout petit peu trop simple. Je voulais juste vous dire que cette assimilation toute simple, je dirais même simpliste, de la notion de vérité à quelque chose qui sort d'une étude, pour toute personne qui s'est donné la peine d'apprendre un tout petit peu l'histoire des sciences et la philosophie, ça va être quelque chose d'horrifiant comme pensée. Vous pouvez effectivement prouver quelque chose scientifiquement, ce qui se passe quand vous jetez par une fenêtre, ou ce qui se passe quand vous jetez un objet qui va rouler, ou bien... Bref, vous avez toujours 50 manières de pouvoir le faire de manière scientifique, on va dire. Mais au bout du compte, personne ne va voir comment se passent les choses, et de faire un point scientifique qui est le suivant, c'est-à-dire arriver à mettre en relation deux séries de phénomènes pour essayer d'établir les lois qui régissent ces phénomènes. C'est ça la science, et c'est ça les sciences dures, notamment en physique, en chimie, et c'est ainsi seulement qu'on a pu progresser, bien sûr, dans le domaine scientifique, j'allais dire, dur. Ce n'est pas le cas en médecine, puisqu'en médecine, on s'est contenté tout simplement de dire, bah, écoutez, on va dire qu'on fait des études, on va prouver qu'un médicament a une action ou pas, et puis, ma foi, on verra comment tout ça se passe. C'est ce que nous allons tenter justement de démonter comme mécanisme. Alors, pour faire un mini point de la semaine où on a été agressé avec notre lot quotidien d'agressions, alors c'est vrai qu'on en garde quelques-uns pour les exhiber dans la galerie, parce que franchement, on peut être juste épaté de voir comment ces gens se permettent de s'adresser à vous sur ce ton-là, c'est absolument prodigieux. Et donc l'idée, c'est que je voudrais simplement vous rappeler que bien souvent, et quand je dis bien souvent, c'est par charité, parce qu'à chaque fois, on se trouve devant le même phénomène de personnes qui vont brandir un aspect d'un problème. Alors ici, ça peut être il n'y a rien dans vos médicaments, ici, ça peut être il n'y a pas d'études, etc. C'est les leitmotifs qui sont répétés, comme on l'a vu dans la première émission. Et en même temps, en se faisant des parangons de science, de défenseurs de la science, alors que justement la science est l'étape exactement opposée, ça consiste à regarder l'ensemble des phénomènes pour essayer justement d'en avoir une vision la plus large. Donc, en d'autres termes, si vous voulez étudier le mouvement par exemple de rotation de la Terre, bah, écoutez, vous allez pouvoir regarder pourquoi le ciel étoilé a l'air de bouger, vous allez pouvoir étudier d'autres phénomènes comme les marées, vous allez pouvoir étudier d'autres phénomènes comme la chute libre, et tout ça, eh ben, il faudra trouver une théorie qui incorpore l'ensemble de ces faits. Ça, c'est la démarche scientifique. Maintenant, si vous regardez de quelle manière on s'est attaqué à l'époque à Galilée en lui disant « Mais monsieur Galilée, enfin, si la Terre tournait, les oiseaux iraient plus vite vers l'Est que vers l'Ouest. » Et ce genre de prétendue réfutation par des gens qui ne s'étaient même pas donné la peine de lire une seule seconde, bien sûr, le travail de Galilée, c'est exactement la même chose qu'on nous oppose aujourd'hui en matière de pseudo-attaque scientifique de l'homéopathie.
Alors, c'est, je dirais, tout à fait navrant pour nous d'assister à ce que j'appelle le naufrage de la société, et dont l'homéopathie est un des prétextes pour montrer de quelle manière tout ça se passe. C'est-à-dire qu'on assiste à une abolition complète de la réflexion et du développement d'arguments. Alors c'est vrai, bien sûr, aussi bien en matière scientifique que par exemple dans la politique, où toujours le même phénomène va être appliqué, qu'un type soit bon ou mauvais. Vous allez juste prendre un point et venir le chipoter sur ce point-là et essayer de le torpiller. Donc, c'est intolérable, bien sûr, ce qui fait que, bien entendu, plus personne ne peut rien dire, et pourquoi, évidemment, nous stagnons sur tous les domaines. Alors, donc j'espère que vous m'avez suivi jusqu'à ce point particulier où je veux mettre en lumière le fait que ces gens magnifient un point isolé et le portent au nu, et le répète sans cesse. Ça, c'est le mécanisme primitif de la manipulation. Au sens large du terme, d'ailleurs, vous verrez que c'est ce que vous appeliez, c'est ce que les publicistes emploient de manière courante. Par exemple, à l'époque, vous aviez le coût de la clim à 1 euro, bien sûr, et toutes ces choses sont éternellement ressassées, rabâchées, jusqu'à ce qu'on ait ces phénomènes qui sont plus que de l'émotion, des tourbillons émotionnels. Alors les gens n'arrivent plus à lire maintenant, on leur envoie des images. Les images, il faut qu'elles passent très vite. Si c'est du texte, il faut que ce soit une ligne. Et effectivement, tout ce climat d'abêtissement organisé ne peut profiter qu'à une certaine catégorie de personnes, bien sûr, qui ont intérêt à ce que les gens soient de plus en plus stupides. Et là, je n'y suis pour rien. Ce tourbillon émotionnel dans lequel on se situe vous explique aussi le dernier développement de l'homéopathie et avec l'homosexualité maintenant. Donc je ne sais pas qui, je ne suis même pas allé regarder, est allé dire qu'il guérissait les homosexuels avec l'homéopathie. Alors ici, tous mes patients homo vont pouvoir bien se marrer et je les salue bien. Vous savez que on a effectivement des ressources presque illimitées dans l'homéopathie, et des ressources illimitées dans l'homéopathie pour la bonne et simple raison que, à part l'homéopathie, personne n'a exploré la psyché humaine cliniquement au point où l'homéopathie l'a fait. C'est-à-dire que on est capable, en expérimentant les substances, d'avoir des personnes qui vont nous dire exactement ce qu'ils ressentent comme émotion, comme illusion, le cas échéant, comme, je dirais de manière générale, comme modification de l'état psychique. Et bien ça, effectivement, on a vu que des personnes se sont mises à avoir une attirance irrésistible pour une personne du même sexe. Voilà tout ce qu'on peut dire sur les observations qu'on a faites en homéopathie. Alors bien sûr, on n'a jamais dit « venez, on va traiter l'homosexualité », puisqu'on ne va pas commencer à rentrer dans ce genre de délire, et encore moins stigmatiser l'homosexualité pour la bonne et simple raison, je vous le rappelle, que nous sommes tous homosexuels et que l'homosexualité de l'enfance va se transformer progressivement en attirance pour l'altérité, pour le sexe opposé, ce qui est quelque chose qui nécessite effectivement de franchir comme étape. Voilà tout ce que le médecin normal peut dire là-dessus, et c'est le même médecin normal qui essaye de rebrancher son écran parce que ça ne suffit pas, on a encore des coupures avec le réseau. Donc bien sûr, encore une fois, on se retrouve devant des manipulations, éternellement la même histoire, puisque l'eau pure ne suffit plus comme argument, on va vous sortir les propos de n'importe qui concernant n'importe quoi. Donc effectivement, à ce rythme-là, on ne va pas beaucoup progresser, c'est sûr. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette actualité qui est tout à fait lamentable, mais qui fait partie d'une orchestration générale contre l'homéopathie. On a eu le phénomène qui a attaqué l'Angleterre les années qui viennent juste de se terminer. Bien sûr, ça passe maintenant à la France, qui est tout à fait normal en attendant d'attaquer les autres pays. Donc on a vraiment affaire à une campagne délibérée, puisque pas plus tard que l'autre jour, j'ai mon frère qui vit aux États-Unis et qui me dit « Ouah, dis donc, c'est quoi votre histoire d'homosexuel que l'homéopathie ?» Donc moi, j'étais là, en train de m'énerver. Est-ce que vous vous rendez compte comment tout cela est orchestré au niveau général dans la planète entière? Donc je ne peux que dire bravo aux messieurs qui organisent ça. Moi aussi, si j'avais leur pognon, je vous prie de croire qu'on m'entendrait.
Ça me permet quand même de vous mettre un petit mot, je l'espère amusant, si ça veut bien se connecter. Ça devrait arriver. Là, voilà. Hop. Vous allez reconnaître d'où ça vient. Encore des sandwichs à la purée d'anchois, ils partent bien ceux-là. Voilà vos encaissements en retard. Il y a gravé d'une amende en plus. Vous venez aussi de me flinguer. Oui, maître. Je ne trouve pas l'argent. Oui, bah ça prouve qu'ils ont changé de genre. Voilà. Quand ça change, ça change. Je vais se laisser démonter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà, donc comme le disait notre cher ami, les cons, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît, et effectivement, c'est la définition même, parce que en vérité, on se retrouve devant ce que moi je définis comme con, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui n'ont que peu ou pas d'éducation de manière générale, ou de temps en temps, ça peut être des médecins, qui, parce qu'ils ont peut-être quelques résultats en médecine urgente, et qui n'ont surtout jamais étudié l'homéopathie, vont se permettre d'avoir une opinion sur quelque chose qu'ils n'ont jamais étudié. Pour moi, ça, c'est vraiment le signe manifeste de la connerie, en sachant bien qu'on peut être tous cons à une époque de notre vie. C'est-à-dire que, ma foi, vous avez, à un moment donné, moi j'ai été con, j'ai cru, par exemple, que la vaccination, ben, on pouvait y aller, que c'était pas grand-chose, ou on est tous avec ce que nous appelons con, ce phénomène de paradigme qu'on ne remet pas en cause. Mais quand même, ici, on a affaire vraiment à la définition du con majeur qui nous agresse, et en plus, ce sont des gens méchants, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors, pour vous dire que si on n'est pas trop con, on commence à se poser des questions. Dans la statistique actuelle concernant la médecine, on se rend compte qu'on a une véritable frénésie de la nouveauté. C'est-à-dire vraiment, c'est cette tendance à dire que seul va compter ce qui va arriver dans le futur, j'ai failli dire, le présent c'est à peine si on le vit, en tout cas on le vit suffisamment pour vendre les drogues à la mode, et surtout on nie tout le passé, même ce qu'il pouvait y avoir encore de bon à l'époque de la médecine avant la chimie industrielle, eh bien tout est nié, tout est absolument détruit, c'est une espèce d'amnésie délibérée, comme vous verrez tout à l'heure si j'y arrive, quand je mettrai un petit mot sur la grippe de 1918. Et donc bien sûr, appliqué à la médecine, c'est-à-dire aux gens humains malades, à la biologie, avec tout le complexe que ça signifie, des statistiques qui au départ sont valides et validées pour l'agronomie, où on va étudier des graines qui sont toutes de la même taille, du même poids, et qu'on peut sélectionner ainsi pour faire des séries identiques, à mon avis, il y a un petit problème. Bon, maintenant, du coup, les études sont effectivement valables si on demande de valider que telle chose s'est passée ou ne s'est pas passée et qu'on puisse affecter statistiquement une validité à ce qu'on a déclaré. On verra dans la prochaine émission quelque chose de beaucoup plus stable sur cette notion d'émission, sur cette notion statistique, je vais y arriver. Nous rentrerons vraiment dans les détails avec un spécialiste. Mais bon, retenons simplement que ça nous limite beaucoup dans la perception binaire des choses. C'est un peu comme si je vous disais, je suis capable de prouver scientifiquement que la lumière est allumée ou elle est éteinte. D'accord, mais de la même manière, si je me ferme les yeux, je me bande les yeux, je me prends la tête dans le mur, je pourrais prouver scientifiquement que le mur était devant moi. Mais je n'ai pas beaucoup progressé pour autant pour ma compréhension du monde qui m'entoure, l'architecture de ma maison et compagnie. C'est à ça que je voudrais un petit peu aujourd'hui vous initier, si je peux dire. L'autre point, pour tous ceux qui ont fait des études, et il y en a parmi nous, je pense, des médecins qui nous écoutent, ils auront bien rigolé aussi si on leur a demandé de faire des études financées pour le patron, et je me revois très bien cocher ici, cocher là, et c'est assez amusant de voir que les gens pensent vraiment qu'on va arriver à transcrire facilement la réalité clinique du cas sur un bout de papier pour après mâcher des mathématiques. Excusez-moi, là encore, je rigole doucement. Encore un autre point aussi qui est ennuyeux, c'est qu'on ne tient jamais compte de l'effet nocebo. C'est-à-dire que les gens qui vont participer à une étude sont un peu dans l'anxiété de savoir si oui ou non ils ont le médicament actif dans ce qu'on leur fait avaler. Et dès qu'ils sentent des premiers symptômes, des brûlures d'estomac, des diarrhées, des maux de ventre, ils savent qu'ils ont le produit, donc ils vont commencer aussi à produire quelque chose. Et donc vous voyez que toutes ces subtiles choses sont rarement, pour ne pas dire jamais, prises en compte. De même, il serait intéressant, pour étudier correctement les choses, d'introduire une cohorte, numéro 3 on va dire, qui ne prend rien et qu'on puisse observer dans le temps
pour voir là aussi s'il y a une différence significative avec cette population. À ma connaissance, ça n'est pas fait non plus. Alors encore moins avec un vaccin qui est testé sur une durée de 3 jours, ça vous fera rigoler quand vous rentrerez dans les détails de ces horreurs. Donc la question, elle se ramène à ceci, et un homéopathe, je vous l'ai dit dès le départ, c'est que on est fort ennuyé de vous dire que tout ce qui relève de ce qu'on appelle le réductionnisme ne pourra pas fonctionner en médecine. Et quand on regarde l'être humain sous cet aspect de sa totalité, là encore, vous voyez que c'est la même démarche qui consiste à dire qu'il n'y a pas un fait unique qui va pouvoir donner la clé de tout, mais au contraire, on va se retrouver obligé de regarder la totalité des manifestations. C'est aussi vrai pour la totalité des manifestations de l'être humain malade. La question, c'est qu'on regarde ça avec beaucoup d'humilité. Et ce mot humilité me semble beaucoup faire défaut dans la médecine actuelle, où ces messieurs arrivent non seulement en parangon de science, mais capables de mépriser tout ce qui ne pense pas comme eux, et surtout d'étaler leur mépris à tous ceux qui, selon leurs yeux, ne sont pas à leur hauteur. Donc la question, c'est est-ce que vous pensez vraiment qu'on est capable de mesurer tous les paramètres qui agissent sur un être humain ? Notamment, et ce qui rend les choses encore un peu plus compliquées, c'est que vous n'avez même pas idée du nombre de personnes qui viennent nous voir en cachette, nous les médecins homéopathes, parce que oulala, je suis la femme du docteur Tartampion, vous savez, il est viscéralement contre l'homéopathie. Alors, il m'a donné le traitement, mais je ne l'ai pas pris, vous savez, docteur, parce que je ne voulais pas l'offenser. Mais alors, écoutez, c'est merveilleux, votre médicament, etc. Donc, là encore, si un jour nos confrères se rendaient compte du nombre de patients que nous soignons sans qu'ils en soient informés, je pense que le cul tomberait sur les chaises. Donc encore, un dernier point, et toujours dans la vision actuelle des choses et de la science réduite aux études statistiques, on a tendance aussi à réduire la vie elle-même à un ensemble de phénomènes chimiques. Alors excusez-moi là encore de rigoler, mais aux yeux de nombreux sceptiques qui ont des connaissances de niveau maternel, CM2 on va dire, et qui ne sont pas capables de faire la distinction, ou même qui ont l'audace d'amalgamer un bol de levure avec un être humain, eh bien, aux yeux de ces gens-là, on n'est rien d'autre qu'un ensemble de mécanismes chimiques. Fort bien, dans ce cas-là, messieurs, j'attends que vous me fabriquiez la première cellule. Non pas qu'on me bricole l'ADN d'une cellule, mais qu'on fabrique la vie, qu'on crée la vie. Or, vous remarquerez qu'on est là encore face à un mystère qu'il faut avoir l'humilité d'admettre, parce qu'on est bien loin des expériences, je crois me souvenir de Miller, si je me corrigerai si je me trompe, en 1956. Notre brave Miller qui faisait des étincelles électriques et qui créait des conditions propices, paraît-il, à l'apparition de la vie. Vous m'excuserez, j'ai encore pas vu de cellules se créer. Donc à partir de là, comme je suis quelqu'un d'un tout petit peu critique, je vous ai prévenu, eh bien j'ai quelques pensées perturbantes. Les pensées perturbantes, c'est que effectivement, l'idée générale de la médecine actuelle, c'est qu'on valide l'efficacité d'un produit pour tel ou non tel effet. Point barre. La question ne se pose même pas de savoir si la démarche elle-même, elle est compatible avec le vivant. C'est-à-dire que, ma foi, on va juste étudier un fragment du patient sans même se demander si le fait de bricoler ce fragment pourrait éventuellement retentir sur le reste du patient. C'est une question qui n'effleure même pas nos confrères. Le modèle qui est sous-jacent dans ce type d'études, le modèle non scientifique qui consiste à penser qu'on puisse bricoler une partie de l'organisme en faisant semblant que tout le reste ne peut plus exister, ben c'est le modèle de Vézal, c'est du cadavre que vous disséquez. Alors, ma foi, dans ces conditions, on nous explique d'abstraction en abstraction que je ne suis pas différent d'un bol de levure, que je ne suis qu'un assemblage de pièces chimiques, mieux encore que toutes mes parties seraient interchangeables, bougez pas, je dévisse mon doigt. Vous commencez à voir où est l'absurdité dans cette démarche. Et vraiment, on se pose devant un problème conceptuel. On ne peut pas arriver à progresser en médecine si on s'acharne à ne pas regarder ce qu'on a sous les yeux, tant en état de santé qu'en état de maladie. Et la maladie elle-même ne peut pas être réduite à juste un symptôme à un endroit. C'est ça l'erreur fondamentale depuis la nuit des temps, puisque l'allopathie elle-même, elle est juste adaptée finalement à cette démarche que nous dicte le sens commun. Et de la même manière que quand vous regardez par la fenêtre, vous voyez que la Terre est plate, c'est très difficile d'arriver à se faire une idée que la localité malade peut-être ne représenterait qu'à sa manière une dérégulation, un dérèglement général de l'organisme.
Alors, la question qui va se poser, c'est que si on donne une drogue qui, dans son petit univers, qui va aller traiter tel endroit donné, et qu'on l'a testé, et que cette drogue agisse, la question qui n'est jamais posée non plus, c'est que qu'est-ce que j'ai soulagé de mon patient? C'est-à-dire que on peut penser qu'un organisme qui est vieux de quelques milliards d'années dans l'évolution, on va dire, trouve assez stupide de faire des symptômes dérangeants que nous, du haut de notre savoir médical, nous baptisons maladie parce qu'on a pu faire un syndrome, fort bien, et qu'on a trouvé une drogue pour interférer avec la production de ces symptômes. Mais où va-t-on? Ça veut dire que classiquement, si vous avez royalement traité un patient, et là vous avez pu lui sauver la vie, je ne dis surtout pas le contraire, vous êtes arrivé, vous l'avez sorti de la bagnole, il était fracassé, vous l'avez perfusé, vous l'avez réanimé, très bien, on a refait partir la mécanique. Vous admettrez avec moi que ici il s'agit plus de rétablir des équilibres physiques et chimiques que de faire de la médecine. Et après, ma foi, ce patient redémarre dans ses migraines habituelles, sa dépression, sa constipation, son artérite, son état cardiaque, tout le monde s'en fout. Chacun a traité le petit bout de sa lorgnette. En l'occurrence, c'est le seul cas, à mes yeux, où la médecine classique s'impose en tant que moyen physique et chimique pour refaire démarrer quelqu'un qui était en train de claquer fort bien. Et même là, si on pouvait donner un petit coup de carbovège dans bien des cas ou d'arnica, vous seriez surpris des résultats. Mais le reste du temps, on est devant un malade qui est une totalité de symptômes et on se retrouve devant, là encore, un mode de pensée purement réductionniste. J'ai une partie que je me propose d'étudier. La question donc reste absolument en suspens. Est-ce que moi, j'ai le droit de considérer que cette partie, je puisse faire abstraction du reste? Alors, ça fait beaucoup d'abstractions successives. L'abstraction de la réalité du patient transcrit sur un bout de papier, l'abstraction qui consiste à dire je peux regarder un phénomène et ne pas m'occuper du reste, ça commence à peser beaucoup à mon avis. Et du coup, la question générale qui se pose, c'est que ce même réductionnisme qui a permis de casser jusqu'aux atomes pour faire avancer notre compréhension du monde inanimé, est-ce que ce même réductionnisme va répondre à la médecine? La réponse pour moi, elle est clairement non. Vous ne pourrez pas avoir le moindre traitement réductionniste. D'une part parce qu'on ne peut pas comprendre l'infini du vivant, et d'autre part parce que de toute manière, vous ne traitez là encore que des abstractions qui n'ont aucun sens. Deux patients ne seront jamais semblables. Et donc une drogue qui peut-être pourra faire du bien à l'un ne fera pas du bien à l'autre. Et là encore, on va se heurter au mur de ce que j'appellerais la susceptibilité, qui est une notion qui est absolument jamais soulevée en médecine classique. C'est pourquoi un tel est susceptible à ceci, pas à tel autre. Eh bien, on en discutera dans la troisième émission. Si en plus tous ces résultats, apparemment sous le cachet de la science, étaient tellement valides, la question qui se pose, c'est à ce moment-là, pourquoi vous faites des réunions de consensus? Pourquoi vous devez vous réunir tous et changer d'avis sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, voire même condamner ce que vous aviez brillamment approuvé, et même prouvé scientifiquement, paraît-il, les années d'avant? C'est quand même assez perturbant comme question. Pourquoi ce changement continuel? Pourquoi à chaque fois on doit se retrouver à suivre l'avis du grand professeur Tartampion qui est le grand chef incontesté de telle spécialité? Alors qu'excusez-moi de vous dire que si vous vous occupez de quelques parties de la science, comme l'astronomie, vous verrez qu'on n'a pas un leader de telle opinion pour ce qui concerne la composition des étoiles de couleur bleue. Donc vous voyez que malgré ce vernis scientifique dont se parle la médecine classique, en réalité, on est en face simplement d'un phénomène de mode. Et là encore, j'ai été sympa de ne pas évoquer ce qui se passe quand vous avez la démarcheuse professionnelle qui vient vous voir pour vous vendre tel et tel médicament. Là, on tombe carrément dans le grotesque, je n'irai pas. En tout cas, souvenez-vous qu'on se retrouve ici devant une question fondamentale, c'est pourquoi y a-t-il autant de mode en médecine? Et pourquoi, finalement, cette médecine dite scientifique, vous avez besoin de financer l'appétence du médecin pour votre drogue produite par votre labo et pas l'autre? C'est très intéressant de se poser la question aussi. Et puis encore une autre question qui vient à l'esprit, c'est qu'on me dit « Ok, j'ai une médecine super scientifique, prouvée, attestée, tout ce que vous voudrez. » Jusque-là, royal. Mais alors, si on les soigne si bien, ces malades, première question, c'est pourquoi ils en ont marre de la médecine classique?
Pourquoi ils se tournent vers autre chose, et même de désespoir, quand cette autre chose s'appelle n'importe quoi. Parce que là encore, en tant que médecin, je ne suis pas le premier, beaucoup s'en faut, à défendre tout ce qui est alternatif du moment que ce n'est pas classique. Il ne faut quand même pas non plus pousser le mémé dans les orties. Mais la question intéressante, c'est que ces patients qui ont été tous traités scientifiquement, est-ce que vous avez vu leur état de santé s'améliorer? Est-ce que vous avez remarqué qu'au contraire, leur état de santé n'a cessé de se dégrader? Est-ce que c'est normal si la médecine remplissait son office? Ah, on va m'expliquer que c'est dû au vieillissement. Mais dans ce cas-là, messieurs, je vous répondrai que toutes les personnes qui sont maintenant à un âge avancé, que j'ai eu le plaisir de traiter, en tout cas quand je dis toutes, évidemment, c'est mentir en médecine, on va dire la grande majorité, arrivent à des âges avancés où ils n'ont pas besoin de médicaments. Et ils font même l'étonnement de dire « Ah, comment, à votre âge, vous ne prenez rien, vous n'avez rien pour l'attention, rien pour les yeux, rien pour les nerfs, rien pour le sommeil, comment ça se fait ?» Il est temps, là encore, de poser des questions critiques. Et là encore, à ma connaissance, à part l'homéopathie, pour se faire ce genre de critique, on n'est pas nombreux. Bien entendu, corollaire qu'il faut se poser comme question, c'est l'explosion des maladies chroniques. Et là encore, vous allez me rétorquer, un peu comme on l'a fait pour l'explosion, on va dire, je prends des mots laïques, mais des cas de cancer, comment se fait-il qu'on en ait autant? Puisque les gens ne cessent d'être soignés, ils devraient aller de mieux en mieux, non? C'est pas vraiment ce qu'on observe. De plus, on commence à voir maintenant au debout, c'est-à-dire autant chez les personnes âgées qui peuvent, de manière commune, prendre entre 8, 10, 12, 15 médicaments par jour, et les bébés à qui qu'on arrose maintenant d'antidépresseurs. C'est sûrement un très grand progrès scientifique, je n'en doute pas. Et donc souvenons-nous ici que pour couronner le tout, je voudrais juste vous poser une question à laquelle vous pourrez réfléchir. Pourquoi un médicament qui a fait du bien objectivement à quelqu'un va rendre un autre affreusement malade? Ça, c'est la question essentielle, en tout cas c'est une des questions essentielles qui nous permettra de progresser en médecine. L'autre point gênant à se dire, c'est que tout ça, c'est sympa, d'accord, mais la question d'après, c'est qui c'est qui finance tout ça? Parce que ça coûte beaucoup d'argent pour faire une étude. Il faut des centaines de milliers d'euros. La moindre étude, ça coûte 200 000 euros. Qui a le pognon? Ah, c'est les labos. Ça tombe bien, c'est les mêmes qui font les médicaments qu'ils se proposent de prouver. N'y a-t-il pas un léger biais à votre avis? Je parle bien sûr de manière totalement euphémistique. Tout le monde sait que c'est pourri à un degré inimaginable. Tout le monde sait aujourd'hui que s'il y a des études fiables, on se demande où elles sont. Et vous ne pouvez pas mettre sur un pied d'égalité la recherche scientifique pure. Par exemple, je citais les sursauts gamma, c'est un de mes chevaux de prédilection, mais la survie des sursauts gamma, c'est une chose. On a même été jusqu'à douter de leur existence, jusqu'à ce qu'on puisse prouver que la première observation était valide. Enfin bref, ces discussions sont du domaine scientifique, purement scientifique, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir des sursauts gamma ou pas. Mais est-ce que vous pouvez vraiment mettre ça sur un pied d'égalité avec l'étude du cholestérol? Bien sûr que non. Si jamais vous bougez la norme d'un dixième de grammes par litre, ce sont des milliards qui vont changer de poche. Et vous osez encore m'appeler ça de la science, voire pire, me donner des leçons de science? L'ampleur de la fraude est au point qu'aujourd'hui, vous avez quand même deux personnes que je me fais le plaisir de citer. Monsieur Horton, l'éditeur en chef, peut-être il n'est plus aujourd'hui, mais de la prestigieuse revue Le Lancet. Alors ça s'appelle La Lancet, c'est pas pour rien, parce que c'était l'instrument favori de la médecine classique. Ça aussi, c'est assez amusant de le souligner, mais The Lancet, la Lancet, ça veut dire « venez les potes, je vous fais votre saignée ». Donc vous voyez que c'était quand même quelque chose d'éminemment scientifique. Et bien, qu'est-ce qu'il dit? Les accusations contre la science sont simples. Une grande partie de la littérature scientifique, peut-être la moitié, est tout simplement fausse. La science a pris un virage vers l'obscurité. Et c'est normal, parce que plus vous avez quelque chose qui relève du pur commerce, qui s'immisce dans quelque chose qui est de la science, eh bien à la sortie, vous n'avez plus que le commerce. Tout est corrompu et c'est tout à fait normal. L'un des premiers exemples qui viennent à l'esprit de l'association commerce et science, on va dire, c'est le Titanic. Le Titanic, je me permets de rappeler qu'il avait été scientifiquement prouvé insubmersible. Je suis désolé de vous dire qu'actuellement, on a quand même largement prouvé que malheureusement, il n'était pas si insubmersible que ça. Et Marcia Angel aussi, qui était pas mal, puisque c'était aussi la rédactrice en chef du New England, qui est un des grandes revues. Et bien là encore, elle dit il est tout simplement plus possible de croire une grande partie de la recherche clinique publiée. Alors personnellement, dans cette situation, je vous dirais que si on avait, là je vais arriver à mettre Paris en bouteille, mais bon, si on avait un organisme indépendant, financé par vos impôts,
et qui soit seul habilité à entreprendre et à juger des études scientifiques. Par exemple, on pourrait faire quelque chose du style tous les fabricants seraient obligés de verser dans un pot commun qui servirait aux études qui seraient proposées à cet organisme. Alors là, je serais le premier à souscrire à l'étude scientifique en espérant qu'on puisse encore trouver quelques Maximiliens qui se chargeraient de sciences. Mais voilà, le malheur fait que ce n'est pas le cas. De fait, vous regarderez qu'on peut facilement prouver une chose et son contraire. Quand vous entendez nos anti-homéopathiques bêler les uns après les autres, il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'études. C'est quand même étonnant. Il suffit pour moi juste de cliquer sur Internet et je trouve plein d'études qui vont vous montrer que l'homéopathie fonctionne. C'est quand même étrange, non? On ne doit peut-être pas avoir le même moteur de recherche. Moi, j'utilise Google et vous, c'est quoi vous avez? C'est quand même assez bizarre tout ça. Alors, évidemment, ça faisait longtemps qu'on n'était pas interrompu. Le bidule avait un peu marqué de la bonne volonté. Donc on va essayer de le relancer. C'est un cauchemar en fait. Je vais me réveiller. Hop. Voilà. Voilà, on va voir si j'y arrive ce coup-là. Ça vous laisse le temps de digérer tout ce que je vous raconte, les copains. On va voir s'il veut bien venir. Allez, bousi. Voilà. Donc je disais, il suffit de parcourir les publications habituelles, comme le PubMed, et vous allez trouver plein de méta-analyses, tout ce que vous voudrez sur l'homéopathie, bien entendu. Et vous voyez là encore que cette étude est intéressante parce qu'elle a montré que largement, si on applique des outils statistiques dénués de prévention, on arrive au résultat que même avec des études plus ou moins pourries, on voit quand même que l'homéopathie fonctionne. C'est ennuyeux de ne pas avoir les mêmes résultats, non? Alors bien sûr, ces études, soit on les cache, soit surtout, si jamais elles arrivent, elles sont fausses. Seules celles qui sont dans l'opinion recevable sont exactes, on a compris. C'est-à-dire que vous n'avez que le droit d'avoir tort, messieurs, dames. C'est ce qu'on appelle la science en marche. Alors, il dit qu'il regarde les tricasters. Moi, je veux bien, mais tu y es pas, mon petit. Là, voilà, ça se reconnecte. Je vous assure, vraiment, on transpire. Voilà, donc études, groupe de recherche, machin, c'est intéressant. Et voilà. Il y a aussi d'autres études qui sont très intéressantes, mais tout ça, on entrera dans le détail dans la prochaine émission. Vous avez de plus en plus nombreuses études d'homéopathie sur quelque chose qui ne peut pas ressentir d'effet placebo, typiquement comme les plantes. Et on aura aussi l'occasion de parler des mollusques. C'est fort ennuyeux, vous avez de plus en plus d'études qui montrent que l'homéopathie a un effet qui est bien entendu éloigné du placebo. Et sérieux entre nous les gars, vous voyez un petit peu comment ça se passerait si je devais soigner des maladies aiguës, fébriles, en n'ayant qu'un tiers, mettons, de résultats favorables. Vous croyez sincèrement que la clientèle continuerait de venir vous voir? Les gens qui disent ça, peut-être s'ils sont planqués dans un bureau, c'est autre chose. Mais quand vous êtes réellement au front en tant que médecin généraliste, je serais un petit peu surpris. Je voudrais aussi vous citer ce site qui est très bien, Research in Homeopathy, qui vous liste des tonnes, quand je dis des tonnes, je pèse mes mots, d'études, il y en a plein, et sur lesquelles vous pourrez largement puiser. Donc là, vous voyez qu'on est en train déjà gentiment de faire partir en fumée cet aspect des choses, oh, il n'y a pas d'études dans l'homéopathie, ce qui est d'ailleurs, soit dit en passant, une rhétorique très perverse, puisque seule l'industrie chimique a réellement les moyens de faire les études, et donc de proclamer ce qu'elle appelle la vérité. Et avec beaucoup, je dirais, de perversion, elle va vous dire « Ah, mais dites donc, vous n'avez pas d'études qui montrent l'homéopathie ». C'est pas mal comme attitude. Un petit mot en passant sur la notion d'ailleurs du placebo, parce que si vous faites quelques recherches, vous serez aussi surpris de voir ce qu'on dit actuellement sur le placebo. Et la notion du placebo vient des études de Bichat à l'époque. Alors, c'est un personnage, je pense, un petit peu qui a des zones d'ombre pour parler pollument. Vous verrez un petit peu quel genre d'études il a faites aussi, et notamment immédiatement post-guerre. C'est assez peu reluisant pour ma part. Voilà ce que j'en pense. Donc, c'est cette étude, on va dire, Princeps, qui a dit, voilà, écoutez, on va faire une étude sur la gestion de la douleur. Et on s'est rendu compte que
35,2%, plus ou moins 2,2, répondaient en ce qui concerne la douleur. Alors ça, jusque-là, on s'est dit, ben, c'est magnifique, c'est donc que le placebo répond dans 35% des cas. Vous remarquerez quand même qu'il y a légèrement une petite manière de faire, parce qu'une fois encore, est-ce qu'on peut appeler une étude scientifique ou un résultat scientifique le fait d'extrapoler à partir d'une seule observation sur une seule chose et de dire est-ce que ça peut s'appliquer à tout? Vous comprenez à voir que ça pose un léger problème. Alors, c'est pas tout ça, parce que moi je vais passer mon émission à essayer de recharger ma TriCaster, c'est vraiment quelque chose. Alors, vas-y le réseau, reconnais-toi, voilà. En fait, il fallait lui parler gentiment, peut-être, c'est ça. Voilà. Donc, première chose, extrapolation rapide, et surtout, le chiffre, ma foi, s'applique-t-il à d'autres pathologies? On ne sait pas. Je voudrais juste vous dire que sur des études qu'on pourra faire et qui ont été faites sur la gestion de la douleur et l'homéopathie, vous verrez que ça n'a strictement rien à voir, parce qu'avec l'homéopathie, vous pouvez largement gérer la douleur, au point que vous verrez les sachets de morphine s'accumuler. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a en médecine classique. Et là encore, vous voyez qu'il faut penser au fait que les cons qui aboient, maintenant que je les ai définis, ces cons aboyeurs, ont une grande responsabilité, parce que s'ils font tout pour freiner le développement de l'homéopathie, ils portent une lourde responsabilité dans la pérennisation de la souffrance des patients à cause de leurs efforts de cons. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui leur sera reproché, qui leur est reprochable. Alors, tant pis, la chose n'est pas très importante jusqu'ici. Vous voyez qu'on a eu des études supplémentaires en 77 notamment. Il y a eu une grosse étude qui a passé en revue tout ce qui était des réponses placebo. Et on s'est rendu compte que les répondeurs a vraiment dégringolé, le nombre de répondeurs, bien sûr, dès qu'on avait une pathologie un peu grave. Là encore, essayez de soulager quelqu'un qui a une douleur d'abcès, vous m'appellerez, ça m'intéresse beaucoup avec le placebo. On a aussi Lamel qui a fait une étude, là il y a une étude, je crois que c'est une analyse de 31 études sur 8285 traitements, et au mieux, 4% des gens répondent au placebo. Oui, seulement 4% des gens, dès qu'on sort de ce contexte particulier d'un soldat blessé à la fin de la guerre qui est ravi de pouvoir repartir sur ses pieds, croyez-moi, ça va booster. Donc ici, pour vous dire que effectivement, on est loin des 35%. Vous avez encore une étude, alors là le nom étant imprononçable, je vous laisse le lire, qui montre aussi que la réponse, notamment sur la douleur, est à peu près négligeable. Donc l'un dans l'autre, vous voyez qu'on est un petit peu mal si jamais la réponse placebo est aussi faible qu'on peut probablement le penser aujourd'hui. Et si on met que l'homéopathie c'est une réponse placebo, c'est une bonne façon pour nos sceptiques de se tirer une balle dans le pied, parce que dans ce cas-là, vous voyez que nous accorder 30%, c'est toujours pratiquement 10 fois mieux que 4%. Donc voilà où on en serait aujourd'hui. Cochrane aussi. Alors 2010, je crois que c'est l'époque où Cochrane n'était pas encore racheté par Bill Gates, qui, à n'en pas douter, est un féru de science et qu'il va faire progresser grâce à sa notion de philanthropie. On va bien rigoler. Donc là encore, les traitements placebo ne produisent pas de grands bénéfices de santé. Ils ont en moyenne un modeste effet sur la douleur. Voilà. Nous n'avons pas trouvé que les interventions placebo aient eu un important effet clinique en général. Fort bien. Du coup, je conclus ici ce bref chapitre sur ces études avec Alphonse Allais qui dit que la statistique est une science éminemment gaie et qui n'exige aucun surmenage intellectuel, sans compter que ceux qui s'en occupent, il y a un petit UNT qui est pété, ont toujours énormément de temps devant eux pour livrer leur petit travail. C'est trop bien vu, non? La statistique a démontré que la mortalité dans l'armée augmente sensiblement en temps de guerre. J'adore. Alors, il me faut aujourd'hui, au point où nous avons progressé, faire un tout petit rappel d'histoire. Parce que, vous voyez ici le portrait de Hahnemann, dont M. Bustret se foutait de la gueule récemment, c'est le portrait qui a été fait par sa femme Mélanie, qui, je dois l'admettre, avait quand même un sacré coup de pinceau. Et je pense qu'il est important de bien voir où nous sommes ancrés, d'où les choses sont parties, pour pouvoir éventuellement un jour les corriger.
faut vraiment que vous compreniez qu'on est devant un processus d'éradication de l'homéopathie. Au cas où ça ne nous aurait pas échappé, les bains de siège froid de Rick Azaray sont passés à la trappe depuis longtemps. Par contre, l'éradication de l'homéopathie reste d'actualité et c'est même l'enjeu d'une lutte féroce entre la mécanique habituelle allopathique soutenue par l'industrie, ou plutôt l'industrie et son bras armé allopathique, et la pauvre homéopathie qui fait ce qu'elle peut pour se développer. Pendant toute la seconde moitié du 19e, on s'est retrouvé avec une propagation incroyable de l'homéopathie. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les résultats étaient somptueux. Les vrais homéopathes avaient des guérisons spectaculaires et on a eu le soutien, j'allais dire, du petit peuple, des gens normaux qui sont bien obligés de voir que le voisin meurt parce qu'il est traité par l'homéopathie, l'autre est traité par l'homéopathie et il guérit. À telle enseigne que pour tenter même de minimiser ces résultats, on nous a expliqué bientôt que toutes ces maladies qui tuaient les gens, eh bien, ce sont des maladies dans lesquelles le fait de ne pas avoir le traitement allopathique pouvait permettre d'espérer mieux survivre. En somme, l'homéopathie étant par nature du placebo, c'était mieux d'avoir l'homéopathie. Bien sûr, tout ça, ce sont des élucubrations. On pourrait les démonter dans une prochaine émission aussi, si on veut faire une étude de tout ce qui est statistique de la pneumonie, de la fièvre jaune, du choléra, du typhus. Il y a une équipe de médecins allemands qui a fait l'étude des résultats de Hahnemann à l'époque où il a traité 100 cas de typhus durant une des guerres napoléoniennes, avec un résultat proche de 100%. Il n'a perdu qu'un seul malade. Et là, ils ne comprennent pas comment juste de l'eau et du sucre peut arriver à traiter le typhus, clairement documenté. Donc l'homéopathie s'est développée et on se retrouvait avec des mortalités qui étaient largement en dessous du 10e, en tout cas, de la mortalité officielle. Donc là, ça a commencé à puer. Et donc, progressivement, il y a eu le recul de la médecine classique qui était encore finalement faite de petites tisanes et de saignées. Donc, l'homéopathie s'est retrouvée rapidement face à une force agissante dont, je dirais, le point de mire a été les États-Unis, qui sont, vous savez, le pays le plus en avant sur le plan de l'industrialisation, etc. Et on va voir comment et pourquoi. Toujours est-il que, pour vous donner une idée, l'article 2 de l'AMA, à l'époque, lors de sa fondation, c'était l'éradication de l'homéopathie de la surface des États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez là encore, à l'époque où cette association a été créée, bien sûr, il faudrait de manière intéressante voir qui a financé, on pourrait s'amuser, mais on aurait certainement la réponse grâce à cet article 2 qui prévoyait donc l'éradication de l'homéopathie de la surface des États-Unis. Bien entendu aussi, on s'est retrouvés tous mal parce que progressivement, on a perdu la transmission de gens extraordinaires du 19e, début du 20e, et il a fallu reconquérir la connaissance qui a été perdue. Et croyez-moi, ce n'est pas une affaire simple, c'est pas pour rien qu'on transpire dans notre école. Et on se retrouve devant cette situation que nous vivons encore aujourd'hui, et donc pratiquement personne n'est conscient. C'est qu'en fait, toute la médecine est confisquée par l'industrie. Vous voyez ici les deux rascals que sont Rockefeller senior et junior. Et l'ironie, quand même, c'est que Rockefeller senior était soigné et ne se faisait soigner que par l'homéopathie. L'un des plus brillants, il faut dire, le docteur Austin, c'était un grand géant indien avec un profil d'Indien, un type extraordinaire, et qui avait des résultats, bien sûr, brillants sur Rockefeller. Mais songez simplement que Rockefeller a été certainement l'un des types les plus riches de la planète, puisqu'il a réussi à injecter plus de 223 milliards de dollars actuels dans le fait qu'il est rentré dans les comités directeurs de toutes les écoles de médecine. Il a produit des hôpitaux sous la notion de philanthropie, mais en faisant valider le fait que seuls ces hôpitaux déterminaient ce qu'était la science. Et ensuite, on va y arriver, on a fait le coup des hôpitaux modèles et de la norme pour faire forcément fermer tous ceux qui ne pouvaient pas s'aligner sur la norme, bien sûr. C'est curieux, hein ? Quand vous avez beaucoup, et même un pognon illimité, vous pouvez faire effectivement la pluie et le beau temps. Donc on s'est retrouvé avec pratiquement 2000 hôpitaux, on va dire, il y en avait probablement une centaine, 200 de très grands hôpitaux homéopathiques, tout a été fermé, ils ont été contraints à fermer, même si les statistiques étaient largement meilleures, tout le monde s'en foutait. Et donc l'idée c'est qu'à l'époque, les médecins allopathes se sont dit, l'industrie c'est une bénédiction, on va avoir une médecine scientifique, on va donner des médicaments scientifiquement prouvés, ce ne seront plus ces salauds d'homéopathes qui ne donnaient rien et qui nous enlevaient le pain de la bouche, et surtout on a commencé à voir l'association commerce-médecine, avec au premier chef une fructueuse collaboration entre les premiers journaux médicaux et l'industrie. Tu me donnes combien pour que je te fasse un article, si vous voyez le principe. En réalité, on assiste à ce qui est vraiment une confiscation de la santé par l'industrie scientifique,
et par l'industrie chimique, je vais y arriver, pétrolière, parce que bien sûr, l'idée, c'est que Rockefeller et Carnegie, chacun, entre milliardaires, c'est normal, hein, on ne va quand même pas se mélanger avec le bas peuple, s'entendaient très bien sur cette notion de pseudo-philanthropie et sur le fait que le développement de la chimie du pétrole, dont Rockefeller s'était assuré le monopole aux États-Unis, permettait de mettre au point des drogues extraordinairement puissantes et avec surtout beaucoup moins d'effets secondaires que les tisanes à mémé. Donc on s'est retrouvé dans la situation de dire là, il y a beaucoup de fric à se faire, et effectivement, ils ont compris, c'est la notion de profit de masse. Alors il suffisait juste de faire le rapport que notre cher Flexner nous a pondu, parce que vous avez remarqué qu'on a rarement manqué de collaborateurs à toutes les périodes. Eh bien, ce monsieur était ni médecin, ni scientifique, ni enseignant, mais il avait juste un Bachelor of Arts. Ça nous rappelle quelques sceptiques, me semble-t-il, qui là aussi sont capables de donner des leçons de science et surtout d'éthique aussi pendant qu'on y est. Alors on est arrivé à une situation, grâce au rapport Flexner, ils ont même réussi à foutre en tôle les médecins qui refusaient de se plier, ils ont fermé l'accès des femmes aux études de médecine, alors que, rappelons-le, c'était bien les universités homéopathiques qui étaient les premières à faire rentrer les femmes, et les premières femmes médecins au Canada et aux États-Unis, et vous me détromperez peut-être, ce sont des femmes homéopathes. Et ils ont rétabli l'interdiction d'accès aux Noirs dans les études de médecine, sauf 2 facultés pour noirs, j'imagine. Et à partir de là, eh bien, la chasse aux sorcières commence, et continue encore actuellement, puisque toute personne, par définition, qui ne cautionne pas la vaccination est un charlatan. C'est exactement le rapport Flexner, vous irez le trouver sur Internet. Et les médecins doivent forcément adhérer au protocole de la science mainstream. Donc vous voyez là encore, absolument de quelle manière démoniaque, j'ai failli dire, on se retrouve devant un système qui va littéralement parasiter la médecine, s'approprier la médecine sous couvert de science. C'est exactement la situation d'aujourd'hui. Bien sûr, tout autre produit que ceux bénis par Rockefeller et Carnegie sont bannis, ceux eux seuls qui produisent, eux qui font le pognon et eux qui donnent la température. C'est magnifique, il fallait quand même y penser, mais il fallait avoir beaucoup d'argent pour y arriver. À partir de là, la notion de normes, la notion de standards, et puis bien sûr les statistiques. Et en somme, l'unique médicament valide, c'est celui qui est patenté par le système. Là encore, je ne sais pas si vous remarquez qu'on est dans la même situation. Alors effectivement, les premiers résultats ne sont pas fait attendre. Vous voyez là la pub pour l'aspirine, c'est génial, là les tablettes Bayer et compagnie. À ce sujet, vous remarquerez que la même firme Bayer n'a pas hésité à employer, à acheter des femmes, des lots de femmes pour tester ces médicaments. C'est sorti. Donc on prenait des femmes d'Auschwitz pour les filer à Bayer pour faire ces expérimentations. Ils se plaignaient de la qualité des lots, du prix des femmes, etc. Et effectivement, on nous a fait le reproche de sortir ça en disant comment, mais vous ne pouvez pas comparer les choses. Si, je peux comparer les choses. Et je vais me gêner même pour comparer les choses. Je n'ai pas dit que le Bayer actuel est nazi. Je dis simplement qu'une industrie qui est prête strictement à tout au nom du profit, est exactement capable de faire ce type d'exaction si les circonstances le permettent. En d'autres termes, à ma connaissance, après IG Farben, on n'a entendu personne s'excuser. Tout le monde s'est arrangé entre gens du même monde, avec bien sûr des petits arrangements financiers à la clé. L'Allemagne entière était perfusée avec la pervitine. C'est de la méthamphétamine, et le laboratoire a continué contre vent et marée à fourguer des millions de doses d'amphétamine, c'est la même utilisée par les types de Daesh à l'heure actuelle, en sachant pertinemment qu'ils distribuaient de la merde. Donc, il faut voir qu'aujourd'hui, ces mêmes laboratoires qui nous fournissent des études faussées, qui sont capables de vendre n'importe quoi à n'importe qui, ces mêmes laboratoires qui vont être capables d'instituer une espèce de 5e colonne de défenseurs autoproclamés de la science, où est la limite ? Si demain, ces personnes qui sont recrutées justement parmi les non-scientifiques, parmi les personnes qui n'ont jamais fait la moindre découverte, mais qui sont là capables d'instaurer une inquisition pour savoir si eux et eux seuls, au nom de la représentation qu'ils sont supposés faire de la science, sont capables de venir vous châtier parce que vous n'êtes pas proclamé scientifique, eh bien imaginez le cas suivant. Demain, ces gens-là peuvent vous dénoncer un comité de salut public, bien entendu, ça ne va pas plus loin. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce comité de salut public ? Éradiquer enfin les charlatans pour faire une vraie médecine scientifique. Ça vous dirait quelque chose ? Il n'y a aucune différence dans les deux manifestations. Parce que là encore, dans les deux cas,
Vous allez faire quelque chose de éthiquement indéfendable, simplement au nom du profit. Et vous voyez que la notion d'idiot utile, ou de con, si vous préférez, est quelque chose qui n'est pas prêt de s'évanouir, parce qu'on a toujours eu besoin des cons. Donc, pour revenir à la grippe de 18, c'est que nos chers industriels ont fait acheter par les gouvernements, par le gouvernement US surtout, des tonnes d'aspirine. Donc c'était fini l'épisode de décoction d'écorce de saule, fini les copains. Là on a l'aspirine synthétisée, l'aspirine qu'on vous vend en cachet, la vraie, la pure, la bonne. Et parallèlement, j'imagine en Allemagne, mais là, je n'ai pas tous les détails. Ceux qui veulent pourront lire avec intérêt un livre qui s'appelle L'Extase totale, qui retrace justement l'épopée de l'industrie pharmacologique en Allemagne. Et donc, on s'est retrouvé au fait que les gens allaient dans les mairies et on leur distribuait gratuitement l'aspirine. C'est curieux, ça, personne n'en parle, c'est assez étrange. Et alors, justement, on commence à fourrer le nez là-dedans, on se rend compte que ces gens prenaient entre 8 et 30 grammes d'aspirine. Ce qui est évident, c'est qu'on a eu des témoignages, et il y en a eu des centaines de témoignages, je n'en ai sorti que quelques-uns, mais les statistiques, si on voulait les faire, de la mortalité traitée par les homéopathes, tournée autour de 1 à 2%, étaient très très ridicules par rapport à la mortalité officielle affichée par le traitement classique. Un homéopathe dit ceci: il y a un remède directement ou indirectement qui a été responsable de plus de décès que la grippe elle-même. Vous connaissez tous ce remède, c'est mal traduit, on devrait dire ce médicament, c'est l'acide salicylique. L'aspirine est administrée jusqu'à épuisement du patient, lequel développe une pneumonie. Un autre encore nous dit: pendant l'épidémie de grippe, presque toutes les victimes ont pris de l'aspirine. Pratiquement tout le monde y croyait parce qu'elle soulageait la douleur et qu'elle ne pouvait pas faire de mal. En conséquence, il y a eu des milliers de morts qui auraient pu vivre s'ils avaient accepté de supporter un certain inconfort pendant une courte période. Ils mouraient comme des mouches autour d'un plat de poisson, alors que la science, vous voyez là encore un confrère à moi, avec des guillemets, faisait tout ce qui pouvait être fait pour les sauver, entre guillemets. Tous les patients que j'ai soignés, nous dit un autre, et qui sont morts de la grippe, avaient pris de l'aspirine de leur propre chef avant que je ne les voie. Certains peuvent résister à l'aspirine, d'autres peuvent résister à la grippe, mais personne ne peut résister aux deux. Et donc, vous irez voir les études de Mme Karen Starko, qui a été l'une des pionnières à soulever ce problème. Donc, vous voyez que je me permets de rigoler doucement. Et enfin, avant de vous lâcher là, la question qui s'est posée aussi, c'est qu'il paraît que l'homéopathie n'est pas une science. Alors, je me permets de rigoler là aussi doucement, en vous rappelant que s'il y a eu l'introduction de la démarche expérimentale en médecine, figurez-vous que c'est Hahnemann qui l'a faite, bien avant tout le monde. Et que la démarche expérimentale, elle est la seule et unique chose qui nous raccroche sur le socle indestructible de la médecine. Seule l'expérimentation nous intéresse, mais il y a manière et manière d'étudier les phénomènes, comme on va le voir dans un instant. Hahnemann nous dit ceci dans l'organon 144, que tout ce qui est conjecture, assertion gratuite ou fiction soit sévèrement exclue de cette matière médicale, on y doit trouver que le langage pur de la nature, interrogé avec soin et bonne foi. Je crois que là, même les personnes qui n'ont pas étudié l'homéopathie pourront être d'accord, je l'espère, sur ce simple énoncé. Il écrit un point très important et qui va être souligné par un des grands historiens américains de l'homéopathie, Ameke, qui souligne le point suivant. Hahnemann écrit ça, il dit: dans les sciences pures de l'expérience, en physique, en chimie et en médecine, une raison uniquement spéculative ne peut par conséquent être entendue. Ici, livrée à elle-même, elle dégénère en spéculation creuse et fantaisie, tout en ne produisant que des hypothèses hasardeuses qui sont, par leur nature même, fausses et trompeuses. C'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle, parce qu'on vous fait tout un topo sur la théorie, et puis en pratique, on se rend compte que la théorie est fausse, mais ça ne fait rien, on a vendu le médicament, et puis on va passer à autre chose, bougez pas. Et là encore, si vous avez compris ce que j'essaie de vous dire, on est dans ce tourbillon émotionnel qui n'est depuis bien longtemps plus du tout scientifique. Et voilà ce que Ameke dit, c'est que la grande différence entre Hahnemann et les écoles naturelles développées ensuite s'exprime d'elle-même et en un seul mot et par deux lettres, c'est le « est ». Hahnemann parle de physique, chimie et de médecine. On a déclaré que la médecine n'est rien d'autre que la physique et la chimie appliquées. La médecine a été fondée sur ces deux sciences. Hahnemann a fondé la médecine, non pas sur la physique ou la chimie, mais sur les lois universelles de la vie et du mouvement. Voilà déjà donc le point fondamental qui nous distingue de cette médecine actuelle qui, en guise de science, se réduit strictement à des expériences statistiques qui ont leur intérêt pour valider des choses. Je ne dis certainement pas le contraire, vous avez compris que c'est une question de contexte, mais ce qui m'amène à définir la science.
Premièrement, il faut une collection de faits qui sont collectés avec exactitude. Donc, je suis navré, mais quand on vous demande de préciser des symptômes, c'est justement parce que nous avons besoin de faits pour réfléchir. À cet égard, d'ailleurs, les faits chez les patients, il y a les sensations que seul le patient peut ressentir, il y a les faits que nous, objectivement, on peut constater. Et il y a une troisième catégorie toujours très intéressante, c'est tout ce que l'entourage observe, qui est très importante. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut arriver à avoir une corrélation, une généralisation de ces faits qui va pouvoir arriver à nous montrer un système. Et enfin, il faudra formuler ces généralisations en tant que loi. Et finalement, l'idée, c'est qu'une science, c'est quelque chose qui se ramène à un principe, on va dire, ou éventuellement une force, qui permet de rendre compte de ces lois. En d'autres termes, l'idée, pour faire simple, c'est d'observer les phénomènes pour déduire les lois qui régissent ces phénomènes. Or, c'est curieux, tout ce que je dis va parler à un chimiste, à un physicien, à un astronome. Mais en médecine, là, je pense que vraiment, je vais surprendre nos confrères. Enfin, du moins ceux qui m'écoutent jusqu'à présent et qui sont au moins avec l'idée de dire qu'est-ce que c'est que ce mec, qu'est-ce qu'il a à dire. C'est tout ce que je vous demande. La question est donc posée, c'est est-ce qu'il y aurait des lois pour prescrire ? S'il y avait des lois pour prescrire, c'est la fin des faillots. Ça veut dire que toute cette médecine qui est basée sur un aspect, on va dire, pseudo-scientifique, planqué sous les statistiques, mais qui ose se parer de science, et qui n'a aucun principe, puisque tout change sans arrêt, cette médecine est bonne à jeter à la poubelle, à part quelques points intéressants qu'on pourrait garder, j'imagine, comme palliation, là où la médecine classique excelle. Mais je n'ai jamais dit une seule seconde qu'il ne fallait pas faire de palliation, et j'ai reconnu aussi que dans un champ très limité, la médecine classique peut avoir son indication. Donc l'idée, c'est qu'une loi, d'une manière générale, une loi, c'est quelque chose qui va permettre de corréler, de donner une relation entre des faits, entre en fait deux séries de phénomènes, et tout en montrant leur relation naturelle. Voilà à quoi sert une loi. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples. Une loi, donc, doit être capable de connecter, éventuellement d'expliquer, deux séries de phénomènes naturels. On verra dans un instant la limite de ce qu'on appelle l'explication. Et puis, surtout, il faudrait aussi qu'elle soit en harmonie avec les autres lois. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir de votre chapeau un truc qui fait appel aux extraterrestres, aux djinns ou je ne sais quoi pour pouvoir expliquer vos phénomènes. En physique, par exemple, on a beaucoup d'exemples de lois. C'est quand même un champ de prédilection, c'est fait pour ça. Les corps lumineux, par exemple, eh bien, l'idée, c'est qu'entre la lumière qui se propage, qui est émise, et les corps qui reçoivent la lumière, ben, tout ça se connecte et s'explique d'une seule loi, c'est celle de la diffusion de la lumière. Ouvrez vos manuels et regardez si je dis des bêtises. En phénomène aussi astronomique, on a le Soleil qui est en relation avec densité et volume, et qui est connecté aussi avec la Terre, avec une loi d'attraction, et qui est bien entendu universelle, elle aussi. En chimie aussi, par exemple, on a les propriétés de chaque élément. Ça peut être le potassium, qui est connecté aux propriétés de l'acide sulfurique, le tout grâce à une loi d'affinité chimique, même si on la précise aujourd'hui par les orbitales, par la manière dont les orbitales électroniques vont avoir tendance à se compléter, on va avoir des virevoltages d'électrons, tout ce que vous voudrez, d'accord, mais la loi demeure, c'est une loi d'affinité chimique. En médecine, on peut faire exactement le même parallèle. Et il faudrait le faire, il serait temps de le faire. Eh bien, on a d'une part le phénomène des drogues. Et c'est quelque chose sur lequel on reviendra dans la 3e édition de ces petits chapitres. Mais pour l'instant, contentons-nous juste de souligner que toutes les drogues sont capables de produire des symptômes. Ce que vous appelez, royalement d'ailleurs, effets secondaires, c'est juste les effets que vous ne voulez pas voir. Est-ce qu'il s'agit là encore d'une démarche scientifique de dire que non, ouf, cachez-moi ce symptôme que je ne saurais voir? Ça me semble un peu bizarre en vertu de tout ce qu'on a dit, non? Eh bien, ces phénomènes des drogues, donc, sont connectés au phénomène qui est celui qui nous préoccupe, c'est-à-dire de la maladie. Donc, vous voyez que nous avons d'une part les drogues qui sont capables de provoquer des maladies artificielles. Nous avons d'autre part le phénomène de la maladie naturelle. Et ce qu'il nous faut, c'est une loi pour connecter le phénomène de la drogue au phénomène de la maladie du patient. Eh bien, ça s'appelle justement la loi de similitude, qui va se servir notamment de l'infinitésimalité pour être mise en œuvre. Mais en attendant, c'est bien qu'il y a une loi pour choisir un médicament qui correspond à un cas donné. Donc, vous voyez qu'on a cette, je dirais, loi d'action-réaction qui, si je peux dire, s'incarne en médecine sous le fait
je ne rentre pas dans les détails parce que ça nous prend encore 2 heures, qu'à toute action qu'on imprime dans l'organisme va réagir par une action contraire. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, quand vous prenez un médicament qui va vous provoquer un effet X, si l'effet 1 sur X existe, eh bien, il va se manifester. Si vous prenez des drogues qui vont vous constiper, à l'arrêt de la drogue, vous allez vous retrouver dans un mécanisme de diarrhée. Donc ça, c'est extrêmement primitif, mais comprenez là encore que la loi des semblables, elle est basée très probablement sur la 3e loi de Newton. On y reviendra s'il le faut. Donc le phénomène de la maladie, c'est la pathologie, bien sûr. Le phénomène des médicaments et des drogues au sens large, c'est l'exploration des drogues, c'est ce qu'on appelle, nous, la matière médicale, c'est-à-dire c'est la collection et l'observation de tous les phénomènes qu'on peut collecter lorsqu'on expérimente les médicaments chez les sujets qui vont tomber malades sous l'emprise du médicament. Et enfin, l'application de la matière médicale, c'est-à-dire des propriétés des drogues pour les appliquer aux malades, ça s'appelle la thérapeutique. Et c'est, je le rappelle, le point de l'homéopathie, parce qu'on ne remet pas la médecine en cause, mais bien la thérapeutique qui est entièrement faussée depuis la nuit des temps. Et ces lois de l'homéopathie sont décrites par Hahnemann dans l'Organon, et c'est cela qui me permet justement de définir ce que c'est qu'un médecin homéopathe. C'est quelqu'un qui a parfaitement assimilé l'Organon. Ça se résume à ça. Donc, s'il vous plaît, soyez gentils, là encore, de ne pas m'exhiber des personnes qui peuvent raconter n'importe quoi en se proclamant homéopathe. C'est un peu facile. Un homéopathe, question, ok, vous avez étudié, vous appliquez l'Organon, pas de problème. Sinon, monsieur, merci d'être venu, on ne peut pas appeler ça un homéopathe. Donc tout ça aussi pour vous dire que, bien sûr, le pourquoi n'est pas quelque chose qui relève de la science. Le pourquoi est quelque chose qui sort du domaine de la science, et on pourrait là encore épiloguer très longtemps là-dessus et parler du principe anthropique, mais notamment tout ce qu'on a ici à se mettre sous la dent, c'est ce que d'une manière générale, en science, on appelle des théories de jauge. Aucunement question d'expliquer le pourquoi du comment. D'ailleurs, dans le fond, c'est exactement le même point en physique, aussi évoluée soit-elle. On a Newton, à son époque, qui nous décrit une force d'attraction, fort bien. On a ensuite Einstein qui va nous décrire la relativité d'abord restreinte, puis générale. Dans le premier cas, en plagiant mon cher Poincaré. Et dans le second cas, il faut lui rendre à César ce qui lui appartient. Mais aux yeux de Einstein, qui est un géomètre, ma foi, l'attraction, c'est une déformation de l'espace-temps, il se conduit en géomètre. Un espace-temps qui est pourtant vide va avoir une courbure, et cette courbure va nous répondre un peu mieux des phénomènes que ne le faisait la mécanique classique. Donc, très bien, mais là encore, personne n'explique pourquoi les géodésiques de l'espace-temps sont courbés par la matière, à ma connaissance. En tout cas, personne ne l'a fait. Donc vous voyez qu'il faut être très prudent sur ces notions de pourquoi, qui sont très populaires. Pourquoi je suis malade? J'en sais rien pourquoi vous êtes malade. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai suffisamment de lois à ma disposition, et j'espère un certain savoir-faire qui va avec, pour arriver à trouver le médicament qui fait le lien entre le médicament qui est capable de produire un état semblable et votre état. Voilà, j'espère qu'on vous reverra tous bien chaudement sur Planète Homéo. Et là, je vais tenter maintenant de me brancher sur la discussion pour pouvoir recevoir vos appels. Ça me laisse un instant pour réfléchir.